Bonjour à tous, bienvenue. On se retrouve pour un nouvel épisode de Time for Human. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Christophe Bichet chez moi. Je te laisse te présenter. Tu as un parcours qui est vraiment très inspirant à de multiples égards. Bonjour à tous, salut Cyril. Je m'appelle Christophe, j'ai 37 ans aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais... Et j'ai un double parcours, je dirais d'abord de malade professionnel et ensuite de grimpeur professionnel. Le premier métier que j'ai fait, c'était vraiment dans la grimpe. J'ai fait toute ma carrière là-dedans. J'étais moniteur formateur, j'étais préparateur mental de l'équipe de France pendant quelques années juste au niveau de la prépa mentale, et j'ai eu la chance de voyager grâce à ce sport un peu partout dans le monde. Donc j'ai fait énormément de choses là-dedans. Et en parallèle de ça, je me suis formé comme sur le tas dans la maladie, parce que je suis atteinte d'une maladie génétique rare, qui fait que je suis passé par une greffe de moelle osseuse, par de multiples cancers. Et au départ, donc on m'a diagnostiqué ça quand j'avais 4 ans, et les médecins pensaient que je ne passerais pas l'adolescence. Et ils se sont bien trompés. Et ils ont complètement foiré leur pronostic. Même aujourd'hui, ils ne savent plus quoi dire, parce que je suis vraiment ce qu'on appelle une espèce d'erreur statistique. Donc tout le monde navigue un petit peu à vue. Et il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'il ne faut pas tomber dans le biais du survivant. C'est-à-dire que je suis vraiment une erreur statistique. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui ont la même pathologie que moi meurent assez jeunes ou plein de cancers beaucoup plus jeunes. Bref, c'est quand même un peu dark. Mais, et indirectement, c'est marrant parce qu'en escalade et dans la santé, c'était le même sujet, c'est-à-dire que c'est la gravité du sujet. Ouais, c'est lourd. Voilà. Pour la petite histoire, pour les auditeurs, on s'est rencontrés sur LinkedIn. Et moi, je suis grimpeur aussi, donc j'ai fait de l'escalade de nombreuses années. Et quand j'ai vu le premier de tes posts, ça devait être toi sur une falaise en train de grimper, et où tu racontais un peu ton histoire de vie, qui est forte, comme tu viens de le dire. Et ça m'a frappé parce que je sais ce que ça demande en termes de mental, de courage, de grimper une falaise. Mais en plus, pour quelqu'un comme toi qui a traversé la maladie, etc., et d'avoir toujours cette niaque, cette hargne, cette envie de vivre, ça m'a vraiment touché, quoi. Et après, au fur et à mesure que je voyais tes posts, je voyais ce que tu fais. Donc maintenant, tu donnes des conférences un peu dans ce thème-là. Et c'est incroyable parce que tu as une énergie de vivre qui est phénoménale. C'est sympa. Mais d'ailleurs, je le dis de temps en temps, je pense que quelque part, j'ai vraiment de la chance et j'ai un avantage compétitif qui est presque honteux. Parce que c'est honteux parce que j'ai tellement de bonnes raisons pour justement pour te donner, pour me donner à fond dans ce que je fais, que c'est presque trop facile, quoi, tu vois. Et souvent je me dis que des gens qui n'ont pas la chance d'avoir vécu des choses terribles, ils n'ont pas cette chance là, donc c'est indirectement plus difficile pour eux d'aller chercher de l'envie, de la niaque, de la hargne, sortir ça des tripes. Et oui. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense que en fait, si on n'a pas eu un événement trop bouleversant dans sa vie, peut-être qu'on se rend pas compte à quel point on a de l'énergie à l'intérieur de nous pour faire n'importe quelle activité, en fait. Et c'est vrai que toi, tu l'as vécu très jeune, quand même, ta maladie, elle s'est déclarée à 4 ans. Comment, au cours de ton enfance, de ton adolescence, t'as vécu avec ça? Alors, c'est une bonne question. J'ai une mémoire qui n'est pas exceptionnelle. Et donc, ce qui fait que, comme je suis bien dans l'instant présent et dans le futur, dans aller de l'avant, mes premiers souvenirs remontent à pas avant 4-5 ans. Et donc, ce qui fait que pour moi, j'ai toujours vécu avec cette particularité-là, ce qui est très différent d'une personne qui apprend quand elle a 35 ans qu'elle a un truc horrible, qu'il faut lui amputer une jambe, quand on n'est pas du tout dans le même contexte. Donc, moi, ça a toujours été ma normalité. Et d'ailleurs, ça a été un de mes boulets en tant que jeune adulte, parce que je me suis rendu compte, c'est une métaphore que je développe tout le temps, mais dans la vie, on a besoin de s'accrocher à certaines choses, comme lorsque je grimpe, quoi, à la fois. Et si je fais que m'accrocher, il y a un moment donné, les muscles tétanisent, puis je vais finir par lâcher. Donc je dois aussi apprendre à lâcher une prise pour oser aller chercher la prise d'après. Et moi, la prise que j'arrivais pas à lâcher en tant que jeune adulte, c'était mon identité de personne malade, petite, faible, etc. etc. quoi. C'est une très belle image que t'as prise avec la prise d'après. Et c'est parlant aussi ce que tu dis de le côté identitaire.
de te dire, tu te catégorisais comme ça ou tu te voyais comme ça. Et en fait, comment le monde te perçoit. Et est-ce que les gens comprennent à quel point ça te demande de l'énergie de faire tout ce que tu fais, de combattre la maladie et en plus de grimper, d'inspirer les gens, etc. Enfin, c'est fou, c'est assez fou quand même. Je sais pas si on peut vraiment bien se rendre compte de l'extérieur. Même moi, j'ai pas de maladie, etc. Je suis globalement en bonne santé. Euh, j'ai fait de l'escalade, comme je te disais, en off, en falaise. Je sais que c'est hyper intimidant. Il faut combattre sa peur du vide. Il faut combattre sa propre peur de la confiance à chaque prise d'avancer, à chaque fois, step by step. C'est vraiment toi contre ton mental. Et en plus de savoir que tu peux avoir des soucis de santé, c'est inspirant. Et comme tu dis, oui, t'es pas très grand de taille. Comment tu l'as vécu ça, le regard des autres? Alors, la vérité, c'est qu'au début, je pense que je le vivais, je faisais semblant de bien le vivre, mais pendant très longtemps, j'étais dans le déni. Parce qu'il faut bien se rendre compte que lorsque on est un homme qui mesure, moi je mesure 1,50 m, donc on est vraiment hors de. Je suis pas un nain, mais je suis pas juste petit. D'accord. Donc, inconsciemment, dans l'inconscient collectif en Occident, quand tu es un mec qui est vraiment tout petit, on te perçoit naturellement comme quelqu'un de plus faible, comme quelqu'un qui est moins capable d'eux, et on te respecte moins. Il y a beaucoup de condescendance, même si personne ne le dit jamais, même si tout le monde dit ouais mais moi je la vois pas la maladie quand je parle avec toi et tout, mon cul en fait, tu vois. Ouais. Et pendant très longtemps j'étais vraiment dans le déni, c'est-à-dire que je faisais semblant de dire non mais c'est pas ça le plus important, je m'en fous, etc., ça m'est égal. En fait c'est pas vrai. Pendant très longtemps ça m'a fait énormément de mal. Le regard des autres est difficile. D'ailleurs, une grande partie de ce que j'ai fait, et dans la grimpe, et dans le sport, et même dans les conférences maintenant, c'est aussi pour montrer, c'est pour prouver aux autres que j'ai la même valeur qu'une personne de taille normale. Donc en fait, ça joue énormément. Tu vois, si je suis hyper honnête, faut accepter la réalité en face, et ça va pas être facile. Et la réalité en face, ça me demande mais beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'énergie que une personne dans une. Mais je parle pas seulement de la taille évidemment. Là c'est un aspect. Mais dès qu'on est un peu off chart quoi, dès qu'on n'est pas dans le moule, mais les regards sont violents quoi. C'est hyper violent quoi. On ne t'accorde pas de crédit. Et un des besoins fondamentaux humains, c'est quand même de se sentir aimé. Ouais. De se sentir être accepté quoi. Ouais, et de faire partie du groupe. Et ben c'est ça qui doit être dur. Et le rejet, mais laisse tomber quoi, les sauts de rejet que je me suis pris. Mais quelque part, pour moi, ça a été un super entraînement, et c'est aussi pour ça que je suis capable de faire des conférences maintenant devant des centaines de personnes, alors qu'au départ j'étais timide, mais maladif, quoi. Je bégayais même, enfin c'était terrible quoi. C'était terrible. Parler à une seule personne, c'était le pouls du monde quoi. Et tu penses que c'est à quel moment de ta vie où déjà t'as accepté ça, t'as réussi à faire face et à prendre le contrôle et à te dire c'est bon, j'accepte. J'accepte aux yeux du monde, j'accepte pour moi-même et j'avance quoi. Alors, il n'y a pas eu de moment, il n'y a pas eu de à ce moment-là. Il y a eu un point, ouais, j'imagine. Il s'est passé un truc. C'était plein de petites prises de conscience régulièrement au fil des ans et il y en a encore aujourd'hui, tu vois. Je ne vais pas te mentir, je continue de travailler avec des personnes qui m'aident, qui m'accompagnent parce que tout seul, tu rames, hein, d'accord. Ou alors tu vas beaucoup plus lentement. Par contre, il y a eu un moment vraiment décisif. Je me souviens, c'était en 2008. En 2008, en gros, les médecins m'annoncent que j'ai une 3e récidive de cancer. Ça avait commencé donc, en 2007, donc c'était cancer dans la sphère ORL. Donc on a été obligé de me couper la langue plusieurs fois, des petits morceaux à chaque fois. D'accord. Pour tout un tas de raisons, parce que la chimiothérapie, radiothérapie, on ne peut pas le faire dans ma pathologie parce que ça crée potentiellement plus de problèmes que... Enfin bon, bref, c'est le bordel. Ouais. Voilà. Et donc, en janvier 2008, c'est la 3e récidive. En moins d'1 an, et franchement, ça sent le sapin. Ça sent le sapin, le chêne d'érable, enfin, ça dépend ce qu'on aime comme essence, ouais. Quoi. Mais les médecins disent qu'en gros, il me reste plus ou moins 6 mois à vivre. Et en plus, ils ne disent pas comme ça, ils disent le pronostic est environ à 6 mois, enfin, ils utilisent des mots... Ça me donne des frissons, ce que tu me dis, et ouais.
comment toi tu l'aperçois l'info quand il te dit ça avec des pincettes comme Mais il y a une partie de moi qui l'entend sans vouloir l'entendre. Par contre, mon corps l'a très bien compris. Et donc, je pense que c'est pas remonté jusqu'à mes arrêts, etc. J'avais pas envie. J'avais pas envie d'entendre ça, de comprendre tout ce que ça impliquait, etc. Par contre, je me souviens très bien, à ce moment-là, après cette opération, du coup, il y a une espèce de phrase qui résonnait, mais fort dans ma tête, vraiment très, très, très fort. C'était que, Christophe, tu dois apprendre à dire ce que tu veux et ce que tu veux pas. Et ça résonnait, mais c'est-à-dire que je pouvais pas éteindre cette voix. Ça me dit, il faut que tu dises, que tu apprennes à dire, à t'exprimer avec l'oralité, à dire j'aime ça, je veux des curly, ou je veux des Monster Munch, ou tu vois, je ne veux pas rencontrer Cyril, je veux rencontrer Cyril, je veux faire ce... Il a dit oui. mais l'expression au niveau de l'oralité, j'avais appris à le faire, à dire qui j'étais, mais avec la musique, avec le sport, avec mon corps, avec tout un tas d'autres canaux, mais l'oralité, j'y arrivais pas, ça me bloquait. Et donc, quelque part, cette troisième récidive a été une espèce de libération, de bénédiction, parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment me bouger le cul, et pour aller encore plus loin dans l'expression de toi-même. Dans l'expression de moi-même, et puis dans libérer la personne que je suis, tout simplement. C'est fou à quel point il faut être face à la mort pour vraiment essayer d'exprimer qui on est à 100%, comme tu dis, dans tous les pans de ta vie, et se dire, en fait, de toute manière, j'ai rien à perdre, autant être moi-même, profiter, kiffer, dire comme tu dis, lui j'ai envie de le rencontrer, lui j'ai pas envie de le rencontrer, j'ai envie de manger ça, j'ai pas envie de manger ça, c'est fou quand même. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même problème en vérité, et moi le premier, et à chaque fois, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Tu vois, on a des barrières mentales, le regard des gens, tout ça, et quand t'es face à un vrai problème, tu te dis, mais en fait, c'est futile. Fais ce que t'as à faire, fiche-toi du regard des autres, et tu seras bien comme ça, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est fou, parce que toi, tu le vis vraiment. C'est ta réalité, quoi, et personne ne peut le comprendre. C'est que c'est toi devant les médecins qui te disent ça, et après ton évolution personnelle, je pense que c'est vrai que ça doit être salvateur, et à la fois t'as toujours cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête, ça doit être vraiment particulier à vivre. Et toi, comment tu te sens là aujourd'hui à 37 ans? T'as toujours cette arme de vivre, cette envie, c'est quoi comment tu te projettes? Alors c'est une très bonne question, parce que récemment, en début d'année, je me suis rendu compte, j'ai fait quelques recherches, j'ai la chance d'être en contact avec beaucoup de chercheurs, médecins, enfin toute la communauté des personnes qui ont la même pathologie que moi dans le monde. D'ailleurs, juste je te coupe, mais tu nous as pas dit, c'est quoi la pathologie en question que tu as? Oui, bien sûr, c'est la maladie de Fanconi. D'accord. Ça fait un peu Panzani, ça fait un peu italiano, mais voilà. Et ça implique quoi, juste pour résumer en 2 mots, parce que moi je connais pas, peut-être que les gens connaissent pas. Oui, alors ça implique au début une déficience de la moelle osseuse, surtout, c'est-à-dire donc la moelle osseuse c'est ce qui produit les cellules du sang, donc les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs. D'accord. Donc, quand la moelle osseuse commence par ne plus fonctionner, c'est vraiment la merde. Il faut absolument faire une greffe de moelle osseuse. À l'époque, les chances de survie pour une greffe de moelle osseuse c'était de 1 sur 4, c'est-à-dire que 4 personnes vont en greffe, il y en a une qui ressort vivante du process de la greffe. Wow. Maintenant, ça a beaucoup évolué, mais moi, lorsque j'ai été greffé, j'avais 11 ans, et c'était un peu la loterie quand même, hein. C'était un peu la loterie. Et donc ça, c'est le premier gros souci. Et le second souci, c'est qu'on a des chances d'avoir des cancers qui sont multipliés par 400, 500, 600 fois par rapport à la population normale. Donc sur le papier, toutes les personnes qui ont ma pathologie, ils ont des cancers plus ou moins jeunes. Et ils n'en ont pas juste un, ils en ont beaucoup. Et ça peut être des leucémies, ça peut être enfin ça part en c'est jackpot quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Ok. Jackpot, oui. Ok, je comprends mieux maintenant, d'accord. Ouais. Bon, bah, et ça, c'est la partie visible de ce qui est le plus important dans cette pathologie. Après, il y a plein de trucs un peu bizarres, machin. T'as des malformations, moi j'ai que un rein, enfin t'as des trucs chelous comme ça. Ah ouais, ok. Ouais.
J'ai encore plus d'admiration envers toi pour ce que tu dois traverser. C'est dingue cette maladie. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints de ça en France, tu sais, à peu près en proportion ou... Oui, en France, on a environ 250-300 personnes. D'accord. Et en gros, sur les stats, ça donne une naissance sur 250 000, 300 000 personnes. Okay. On est vraiment dans les maladies rares, mais les maladies rares parmi les maladies rares, quoi. Tu m'étonnes. Voilà, ouais. Ok. Et donc, pour revenir à la question d'avant, parce que je t'avais coupé, je suis désolé. Donc, toi, aujourd'hui, t'aurais pu rester à 11 ans. C'est assez incroyable. T'en as 37. Ouais. T'as traversé quand même un paquet d'années avec beaucoup d'étapes, je pense, dans ta maladie. C'est ce que je me demandais. Comment tu te projettes et oui. T'as l'air de vivre au jour le jour, mais à la fois, t'as l'énergie de prévoir des choses, quoi. Tu vis le moment présent, tu vis l'instant présent, comme tu disais. Oui. Ça m'a vraiment appris ce truc-là qui est ce paradoxe entre je fais de mon mieux pour vivre, enfin pour que mes journées soient, enfin pour vivre avec panache, quoi. Avec passion, ouais. Ah, avec passion. Et c'est pour ça que de temps en temps, j'arrive à faire une pompe en plus, entre guillemets, que une personne qui n'a pas forcément fait ça se dira c'est bon, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Tu vois. Moi, je suis capable d'aller un peu plus loin parce que j'ai cette pression positive, cette épée de Damoclès, mais moi j'aime bien cette image parce que on me la ressort souvent. L'épée de Damoclès, elle est censée être tendue avec un fil. Moi, je préfère la prendre et puis je préfère m'en servir. Tu vois. L'image, c'est vraiment ça. Je préfère utiliser ce qui m'arrive pour en faire quelque chose. Et c'est d'ailleurs le message que je partage dans tout ce que je fais, que ce soit coaching, mentoring, conférence. Je commence ma conférence par une phrase. Le plus important, c'est jamais ce qui vous arrive, c'est qu'est-ce que vous allez en faire. Et je termine ma conférence par ce truc. Le plus important, c'est pas cette conférence, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec. Ouais, bien sûr. Ok. Et et tu vois typiquement sur l'espérance de vie, pour en revenir à ça, dans le monde, les personnes les plus âgées arrivent autour de 53-55 ans. Et récemment, je me suis dit, mais tiens, parce que ça a toujours été un sujet, c'est-à-dire que quand tu nais avec cette maladie, quand tu vis avec cette pathologie-là, ton avenir, inconsciemment, il n'y en a pas. Donc je me suis jamais projetée, par exemple, c'est surtout les sujets de retraite. Mais, alors, en plus, on est en ce moment, on est en plein dedans. Mais oui, avoir des enfants, fonder une famille, avoir un plan de carrière, enfin ce genre de trucs-là, c'était... inimaginable. Oui, donc il a fallu que j'apprenne à construire tout ça à chaque fois pour dépasser, pour repousser à chaque fois tout ce que l'environnement me racontait en fait et qui revenait à ma pathologie. Et donc du coup, là, en début d'année, je me suis dit, la personne la plus âgée, elle a vécu jusqu'à 53-55 ans. Moi, je me lance le défi d'aller jusqu'à 70. Et tu y arriveras, j'en suis sûr. J'en ai aucune idée, mais... Moi, juste de voir ton énergie, je me dis, tu peux le faire. Après, c'est vrai qu'il y a le destin, il y a la vie, on contrôle pas tout, mais ton énergie fait que tu pousses, quoi. Je vais faire tout ce que je peux pour y arriver, et rien que cette idée me met en joie, quoi. Ça m'enchante, quoi. Tu vois, ça me fait un petit peu vibrer, tu vois, trop cool, je vais essayer d'être le mec le plus vieux avec ça. Voilà, quoi, je suis un peu comme un gamin avec cette idée-là, donc ça me met de l'énergie, donc ça m'aide à vivre et à faire des projets, et donc à ce que mon esprit se projette aussi dans un avenir plus lointain que ce qu'on m'avait prédit au début, quoi. Ouais, mais c'est une évidence. Je pense qu'après, les gens qui n'ont pas ce côté court-termiste évident du fait de la maladie peuvent pas, je pense, comprendre tes problématiques de, comme tu dis, la retraite, etc. Toi, tu vis l'instant et voilà, quoi. C'est après, tu vois comment ça te mène. Et même dans ça fait combien de temps que tu fais des conférences et que tu en as fait ton métier aussi de parler de ces choses-là? Parce que tu aurais pu très bien vivre ta vie sans forcément le partager au monde. Oui, tout à fait. Ça fait longtemps que tu fais des conférences et que tu prends la parole sur ces sujets-là en particulier? Ça fait longtemps, oui. Maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années. D'accord. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la décision remonte à cette fameuse période de début d'année 2008. Parce qu'à ce moment-là, je me suis aussi dit, ouais, un jour, je serai conférencier, comme ça, les gens seront obligés de m'écouter. Au début, c'était un peu pour la revanche, quoi. Ouais. Mais tout au début, on me demandait d'intervenir simplement devant des parterres de médecins et de chercheurs pour partager mon parcours de santé.
Ouais. Et ça a commencé comme ça. Et après, je me suis formée, j'ai fait tout un tas de trucs pour en faire vraiment un métier, quoi. Ouais, je comprends, parce que c'est vrai qu'au début, ils devaient se dire, t'es un ovni, t'es un cas à part, Oui, donc ils étaient intéressés, quoi. oui, c'est ça. Puis après, t'as plus ouvert à, je sais pas moi, des gens dans le monde de l'entreprise ou Mm. n'importe quel type d'humain, parce que c'est inspirant à n'importe quel être humain. Je pense que ça peut être inspirant de voir quelqu'un qui se bat contre une maladie, qui prend en main sa vie et qui fait des choses extraordinaires. Parce que au-delà juste de faire la maladie, tu fais de l'escalade, enfin, tu fais des choses qui, même pour quelqu'un qui a pas de maladie, ça peut être perçu comme quelque chose de compliqué à réaliser aussi. Ouais, je comprends. Il y a ce côté-là, tu vois. C'est pas, tu pourras avoir une maladie et faire un travail comme un autre, rester dans une entreprise et essayer de laisser la vie s'écouler, quoi. T'as ce petit surplus qui fait que tu veux transmettre ton énergie, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois depuis que je te connais de par les réseaux, même si c'est aujourd'hui notre première rencontre. Et c'est comme ça que je le vois, tu vois. Et les gens qui doivent te rencontrer doivent être, à la fois impressionnés et à la fois se dire, ok, cette personne, elle a vécu des choses et en plus de ce qu'elle a vécu, elle veut vraiment le transmettre, quoi. Parce que moi, ce que je vois qui est beau dans ton parcours, au-delà du fait que t'es un battant, c'est que tu prennes du temps à toi, qui est ton temps, pour insuffler de l'énergie aux gens, en fait. Leur transmettre des choses. Et leur dire, allez-y, quoi. Profitez de la vie, tu vois. Et moi, dans Time for Human, j'ai aussi cette envie de dire aux gens, mais en fait, vous êtes déjà tapis. La vie, de base, c'est un jour, on sait pas quand, mais tu pars. Donc en fait, tout ce que tu as envie de faire, réalise-le et avance, quoi. Exprime, soit à ton plein potentiel, comme tu dis, tu vois, c'est vraiment le message derrière Time for Human. Et c'est pour ça que il y a une saveur particulière à t'avoir sur mon podcast au micro. C'est que pour certains, c'est optionnel. Pour toi, ça ne l'est pas, tu vois. Ouais, tout à fait. Et la question que je pose habituellement à mes invités, en plus, qui est une question très profonde que je vais te poser, pour toi, elle revêt un autre aspect parce que tu as dû te la poser très jeune. La question, c'est la suivante, c'est est-ce que si demain, t'étais amené à partir, donc à mourir, qu'est-ce que t'aurais eu envie de laisser de ton passage de ta vie, en fait, et est-ce qu'il y a des choses que t'aurais eu absolument envie de réaliser, quoi? C'est une très bonne question et en vrai, il n'y a pas de réponse. C'est que des histoires qu'on se raconte dans la tête. Ouais. Mais moi, je sais que cette question, je me la pose depuis très longtemps, Ouais, j'imagine. régulièrement, voire même toutes les semaines, parce que je la trouve formidable en fait. Tu vois, hein. Est-ce que si là, ça se termine en fin de semaine, en gros, on est comme là, on est lundi, il me reste une semaine à vivre, est-ce que est-ce que ma semaine, radicalement, je vais la jouer différemment? Bah, je vais faire peut-être quelques ajustements, mais je vais pas changer grand-chose, mais parce que j'ai l'habitude, quoi. Ouais. Donc je suis déjà dans cette démarche je vais faire vraiment de mon mieux pour m'éclater, moi m'éclater, et pour donner aussi. Je pense que ça va dans les deux sens. Et c'est pour ça que tu fais Time for Human, c'est pour ça que je fais des conférences, des accompagnements, etc., quoi. Parce que c'est comme on grimpe, on n'est pas tout seul quand on grimpe. On est des... C'est collectif, ouais. Mais oui, on est des animaux sociaux, donc j'ai besoin de toi, donc j'ai besoin de ma compagne, on a besoin les uns les autres, quoi. Ne serait-ce que pour partager ce qui est cool et ce qui n'est pas cool. Ouais. J'ai eu plusieurs expériences comme ça où j'ai grimpé seul, j'ai fait du solo, où je faisais des séances seules, et j'ai eu des réussites où j'étais seule en grimpe. Il n'y a rien de plus déprimant. Ça n'a pas de saveur. Mais ça n'avait aucun sens, quoi. Ouais, t'as personne avec qui l'a partagé. Ben ouais. Ouais, je comprends. Et ça, c'est triste. Je me suis vraiment rendu compte à quel point la réussite, elle a de la saveur, et même l'échec, il a de la saveur parce qu'on le partage. Parce qu'on le partage. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. Et je voulais te poser une question, mais un peu plus perso. Ouais. Tu as des enfants? Ouais. D'accord. Ouais. Et t'en as combien? Alors, j'ai une petite fille. D'accord. Ouais. C'est fou parce que je me dis d'avoir un papa aussi inspirant et de se dire, je sais pas quel âge elle a ou si tu leur en parles déjà, mais il y a un côté, ma fille profite de la vie, quoi. Tu sais jamais ce qui va arriver. Ça insuffle vraiment un côté, ta vie, à l'image de ta vie,
tu as vécu ces questions-là. Tu vois, la question, je la pose à tous mes invités. Il y a des gens, ils se l'ont jamais trop posée. Il y a des gens qui se la posent à des instants parce que tu as des changements de vie ou malheureusement, il y a un décès dans ta famille, donc tu es confronté à la mort. Mais je trouve qu'en société, on l'évoque pas assez et c'est jamais un driver de vie. En mode, il y a des gens, à 25 ans, arrêt cardiaque sur un terrain de foot et c'est fini, quoi. Alors qu'il venait de finir ses études à 23 ans, il avait même pas encore commencé dans la vie et voilà. Ouais. Et c'est complètement fou, c'est aberrant de se dire qu'en fait, ça fait pas partie de l'équation et on se dit, non, tout le monde va vivre jusqu'à 60, 80 ans, tout le monde aura une retraite. Malheureusement, non. Statistiquement, il y en a quelques-uns où ça va s'arrêter avant. Et, et c'est fou de pouvoir, comme tu dis, c'est un peu presque une chance. Parce Bien que sûr. Du coup, tu profites plus, je pense, que certaines personnes. Et voilà, non, c'est ce que ça m'inspire. Ouais, mais c'est évident, quoi. C'est pas... Ouais. Vraiment. Mais même, comment dire, je me suis longtemps demandé si... est-ce que des personnes qui n'ont pas vécu des trucs hardcore, est-ce qu'ils ont potentiellement la chance d'avoir les ressources pour quand même aller chercher vraiment cette niaque, cette envie de vivre, etc., pour faire des projets qui les excitent. Ouais. Et pendant longtemps, j'étais pas sûre, et je me disais, non, il faut que les gens se prennent un mur pour se rendre compte il faut qu'il y ait un drame, il faut qu'il y ait un mélodrame, machin et tout. Et je me suis rendu compte que pas du tout, parce que je sais qu'on a tous vécu des trucs durs. Bien sûr. À des niveaux différents. Évidemment, avec des intensités différentes. Mais c'est impossible qu'un mec, une nana, arrivé à 25, 30, 35, 40 ans, ils aient rien vécu à un moment donné qui soit un petit peu douloureux. Ouais. Que ce soit pour eux, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans leurs amis. Il y a forcément eu un cancer, un décès, un accident, une maladie, forcément. Qui te fait réaliser, ouais. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, les gens mettent ça sous le tapis. Ouais. On le sait, c'est autour de nous, mais on passe pas forcément à l'action. Mais non, mais même sur le sujet du cancer, j'ai vu un chiffre de ouf. Dans notre vie, maintenant, on a une chance sur 2 d'être confronté à ce truc-là, à cette maladie-là. Une chance sur 2. Pour chaque individu personnellement ? Pour chaque individu personnellement. Wow. Bon. Ça réjouit pas, mais en même temps, on se dit, si tu l'as, tu vis avec, quoi. Et puis tu le bats, et puis tu continues à vivre, quoi. Bah oui, tu fais ton mieux avec. C'est pas une fin en soi. Après, je pense que dans les médias, c'est devenu de plus en plus mainstream, quotidien, de voir des émissions où on parle du cancer du sein pour les femmes, du cancer d'autres cancers qu'il y a, et où on envoie de la force aux gens, financièrement, etc. Et puis tu vois les histoires des gens qui parlent de ça, quoi. Moi, hier, tu vois, je sais pas pourquoi je vais rebondir là-dessus, mais hier, j'ai regardé 7 à 8. On était dimanche soir. C'était la femme de Bernard Tapie qui disait qu'à la toute fin de sa vie, il était encore combatif, même sur son lit de mort, de la maladie qu'il avait. Je sais plus quel type de cancer il avait. Et il s'était, après lui, c'était une histoire de vie particulière, mais t'avais ce côté battant où il était venu faire une interview avant, à 7 à 8. Il avait plus de voix, il parlait comme ça. Et il était encore battant, tu vois. Et j'étais impressionné, je me disais, mais ce type-là, même dans la maladie à la toute fin de sa vie, il se battait, quoi. C'est dingue. Et c'était inspirant, je trouve, que sa femme, qui avait partagé sa vie pendant 50 ans, vienne de parler de son combat, en fait. C'était le dernier combat de sa vie. Parce que bon, on peut se battre contre plein de choses dans la vie, mais quand c'est toi-même, ton corps qui est infecté de l'intérieur, le combat, il est personnel et globalement, personne peut t'aider et personne peut te comprendre, entre guillemets. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que il y a des gens, ils ont des soucis, mais ça implique d'autres gens. Quand t'es malade, c'est toi, quoi. Tu peux pas, tu vois. Toi, comment, d'ailleurs, il y a une forme d'injustice aussi où tu te dis, pourquoi moi et pas un autre? Ou tu l'as toujours accepté en te disant, c'est comme ça, en fait. Mais ça, c'est un truc que j'ai la chance de pas avoir eu, moi. Enfin, j'ai eu quelques phases où j'étais un petit peu en colère, mais globalement, encore une fois, comme ça a toujours fait partie de moi, j'ai rarement eu cette tu vois, ce truc de me dire, c'est vraiment injuste, pourquoi moi j'ai ça et puis lui il a rien, puis lui il est grand, il est beau, il est machin, etc., il a tout pour lui. Ouais, c'est passé quelques fois, mais ça n'a pas joué un rôle majeur vraiment dans mon existence. Par contre, il y a une chose que tu as dit plusieurs fois et que j'entends autour de moi assez souvent. C'est cette fameuse phrase de «
je me bats contre la maladie. Ouais. Je me bats contre. Et en fait, c'est une erreur. D'accord. Je te donne un exemple, évidemment personnel, et il n'y a jamais de... Voilà. Moi, j'ai une maladie génétique. Ça veut dire qu'elle est présente dans chacune des cellules de mon corps. De mes ongles jusqu'à mes cheveux, partout. Donc, si je me bats contre cette pathologie-là, en fait, je me bats contre moi-même. Je me bats littéralement contre mon propre corps. Parce qu'elle est présente partout dans le corps et elle sera présente jusqu'à la fin. D'accord ? Donc, je ne peux pas me battre contre. C'est nécessaire, évidemment, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, dans la sémantique, assez jeune, je me suis rendu compte que je devais arrêter de me battre contre, de lutter contre, mais je devais commencer à me battre aussi pour quelque chose. Bernard Tapie, je pense qu'il se battait pas que contre sa maladie, il se battait aussi pour transmettre des idées, pour transmettre des messages qui lui semblaient... Tu vois, et on cherche pas assez cette bataille positive. Le parallèle, c'est qu'en grimpe, moi, quand je demande à des potes pourquoi est-ce que tu grimpes, ils me disent pas je grimpe contre la gravité. Ils me disent je grimpe pour atteindre ce putain de sommet, quoi. Ouais. Pour aller là-haut. C'est vraiment du pour, quoi. Pour tirer vers le haut, quoi. Ben aller oui, toujours plus haut. Mais littéralement. Plus haut, plus bas, en fait, peu importe. Mais pour aller de l'avant, en tout cas. Ouais. Et vraiment, ça a été un espèce de shift, moi, dans mon cerveau. Je me suis dit, mais arrête de lutter contre, commence à faire de ton mieux avec, et puis trouve tes batailles positives. Trouve tes batailles inspirantes. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que t'as bien fait de me corriger, c'est qu'on se rend pas compte, mais c'est vrai que les mots et la sémantique a son importance. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire, on est contre, ouais, t'es pas contre parce que ça fait partie de toi, et de toute manière, t'impulses du positif, quoi. Ah oui. C'est hyper intéressant de le voir comme ça. Ouais. Et moi, c'est totalement ma philosophie, hein. Moi, je pense qu'il faut balancer du positif, et de l'amour, et de tout le temps, voir le côté, le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Parce que c'est qu'une question de point de vue sur la réalité. Qui, au final, objectivement, est la même. Mais t'as des gens qui sont optimistes, t'as des gens qui sont pessimistes. Ouais. Et en fonction de ta vision de la chose, ça peut changer l'output, entre guillemets, enfin, ce qui en sort. Ouais. Tu vois, si toi, tu vois bien les choses, je suis sûr que ta positivité, dans la vie de manière générale, même au niveau cellulaire, ça a peut-être dû t'aider à mieux vivre, en fait, à avoir plus d'énergie, Mais c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ça veut pas dire, à l'inverse, qu'il faut être... Enfin, c'est pas une injonction du tout, quoi. Parce que il y a des moments, t'es déprimé, je suis déprimé, on n'est pas bien, on en a ras le cul, ça me saoule, etc. Donc, on passe tous par ces moments-là. Le but du jeu, c'est pas de les éviter, c'est quand ils sont là, il faut les vivre. Ouais. Et ça, j'ai appris ça aussi. Il faut pas les fuir. Il faut pas les fuir sous prétexte que une injonction sociétale en ce moment de toujours être optimiste, d'aller de l'avant, etc. Évidemment que c'est nécessaire, surtout lorsqu'il y a beaucoup d'anxiété, lorsque le futur n'est pas très inspirant, etc., etc. Mais il faut aussi avoir la sagesse de vivre avec beaucoup d'humilité les moments où on n'en peut plus, où on n'en rate plus, où c'est difficile, quoi. Ça fait partie de la vie. Ben oui. Ça me fait penser ce que tu dis à Sylvain Tesson. Ouais. Énormément. Je sais pas pourquoi, mais ça me... Et effectivement, les moments de vie qui sont durs, il y a de la beauté dedans. Ah oui, c'est bizarre à dire, mais il y a de la beauté dedans. Parce que quand t'es dans le dur, tu réalises à quel point c'est beau, quoi. Et je pense que effectivement, il y a ce côté un peu dans la société où effectivement, faut être positif, profiter de la psychologie positive, etc. Ouais, c'est un peu trop pushy d'ailleurs. C'est une injonction, ouais. Moi, je pense que les bons moments comme les mauvais moments, faut les vivre, faut tout vivre en fait. Et c'est ça. Et puis fuck it, de toute manière, t'es là pour ça, quoi. Vivre toutes les émotions. Voilà. J'avais un invité de mon podcast qui s'appelle Ulysse Lubin, que tu dois connaître de LinkedIn. Il me disait, moi j'ai envie de vivre toutes les émotions. Et je trouvais ça intéressant parce que dans les émotions positives comme dans les émotions plus négatives. Ouais. Et pas que une partie du spectre. Il a raison. Et il a assez raison. Je pense que dans la quête de la vie, faut pas se cantonner à dire oui, allons faire des trucs, vivre ses rêves, des trucs de dingue. Faut accepter effectivement qu'il y a des moments de down. Et toi, t'as dû en vivre. Il y a plein. Aussi, ouais. Plein. Et pas encore en ce moment.
pas aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis tout va bien, d'accord, mais Tant mieux. mais il y en a régulièrement et c'est normal et c'est presque bon signe parce que c'est aussi par comparaison, c'est aussi parce qu'on sent bien comme on sent lorsqu'on est vraiment pas bien, parce qu'on le vit profondément, que du coup on a d'autant plus envie d'aller dans une autre direction, quoi. Donc là ne va pas son autre. Heureusement que la gravité est là, sinon je pourrais pas connaître le plaisir de grimper. Ouais. Cette métaphore, mais elle est ouf. Moi, je sais pas comment j'ai fait pour être en contact de l'escalade, quoi, parce que c'est vraiment ça, quoi. S'il y a plus de gravité, mais il y a plus d'escalade, il y a plus de grimpe. Ouais. Ah, c'est les lois de la physique, c'est comme ça, hein. Oui, on est sur Terre, bon, sauf si t'es astronaute. C'est le jeu. Non, j'ai pas cette chance-là. Non, t'as pas ça. Thomas Pesquet, si nous écoute. Non, mais c'est formidable. Mais au-delà de tout ça, comment toi, dans ton quotidien, ton métier, t'as dit que t'as été coach mental et de l'équipe de France même, t'as dit, vis-à-vis de ta particularité, qu'est-ce que ça t'apporte en plus par rapport aux autres gens qui font le même métier que toi ou qui ont fait le même métier que toi, mais qui n'ont pas traversé ce que t'as vécu personnellement avec la maladie? Comment, enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, un avantage que j'ai, c'est que ça me permet, ce que j'ai vécu me permet d'aller à l'essentiel plus vite. Et je passe pas par 4 chemins. Il n'y a pas de superflu, quoi. Non, il n'y a pas de superflu, donc ça peut être un peu trash de temps en temps, parce que les gens ne s'attendent pas à ça. Et aussi, paradoxalement, je suis extrêmement à l'écoute de la douleur des personnes. D'accord. Le truc hyper paradoxal, c'est que j'ai énormément de mal avec la plainte, de manière générale. Quand j'entends des personnes se plaindre de ceci, cela, etc., j'ai envie de me barrer. J'ai envie de quitter la pièce, direct. Tu vois, quand il y a des discussions sur le futur, les retraites, les machins, les lois, ouais, mais le gouvernement et tout, physiquement, ça me met mal, quoi. J'ai envie de leur dire, mais fermez vos gueules, regardez où est-ce que vous êtes. Gratitude déjà. Mais oui, quoi. Et pourtant, lorsque j'accompagne des gens en accompagnement, je suis extrêmement patient pour écouter cette plainte. Et je pense que c'est un des secrets qui, une fois qu'elle a été écoutée, vraiment, une fois qu'elle a été partagée, et que la personne en face a la sensation que une personne a réellement écouté ce qui est dur, ce qui est douloureux, parce qu'il faut le dire, évidemment. Tu vois, quand c'est pénible, sinon ça s'appelle du déni. Donc il faut le partager, il faut le mettre sur la table, il faut le partager, quoi. Et en même temps, à un moment donné, il faut avoir la force de dire, ok, d'accord, mais maintenant. Ouais. C'est absorber le truc, le sortir de soi, et se dire, et maintenant qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et maintenant, soit tu continues à ressasser, à répéter, etc. Soit tu tentes quelque chose d'autre, quoi. Tu tentes quelque chose d'autre. Et tu veux aller dans mais moi, ça m'est arrivé plein de fois de dire ces phrases un peu la manière de soit tu continues comme ça pendant des années avec toutes les conséquences que ça implique. Évidemment, j'ai mis avec conséquences pour que les gens sentent la douleur, parce que les personnes bougent que quand il y a soit beaucoup d'envie, soit beaucoup de douleur. Point. Voilà, c'est les deux leviers. Donc tu appuies soit sur l'un, soit sur l'autre. Mais à un moment donné, t'as le choix, mais si tu veux continuer à aller dans ton truc entre les deux, parce que c'est ça qui est naze, c'est quand t'es entre les deux, quand tu te plains un peu, le tout c'est quand même pas si mal en fait. La zone de confort aussi. La petite zone de confort, machin, c'est là où il se passe rien, quoi. Elle est nécessaire évidemment, parce que c'est là où on a nos piliers, on a suffisamment de contrôle, et c'est très bien. Mais si t'es pas prêt à aller dans une direction ou dans l'autre, moi je me casse, je peux rien pour toi. Ouais, faut se pousser. Mais c'est quoi qui déclenche en toi? Parce que tu disais les peurs et les envies. Oui. Ouais. Au final, si t'es pas face au mur ou si t'es pas obligé de faire le truc pour te sentir vivant,
Tu préfères rester dans ta zone de confort et rester Bien dans la sûr. situation dans laquelle tu es. Mais bien sûr. Et c'est normal parce que le cerveau fonctionne comme ça. On cherche la sécurité. Oui, parce que... Et aussi parce que le cerveau, il est fait pour aller naturellement chercher les potentiels dangers. Parce que sa fonction primaire de notre cerveau Survie. reptilien, c'est la survie. Donc il va chercher les raisons pour que ça puisse se passer mal. Donc c'est pour ça qu'il y a un effort à faire, conscient, volontaire, pour aller chercher soit l'envie, soit avoir le courage d'aller dans la douleur, quoi. De se rendre compte que mais si je continue comme ça, il va se passer ça, ma femme va se barrer, et mes enfants, et puis mon job, et puis à 50 ans, mais... Voilà. Tu réalises quoi? Ben oui. Faut conscientiser en fait. Alors il n'y a pas que ça, il y a des moments où oui, mais il y en a d'autres, il faut arrêter de réfléchir, et Passer à l'action. il faut dire à la personne, tais-toi et fais-le. Just do it. Alors, ouais, clairement. Nike, c'est ça d'ailleurs c'est la fondation de leur marque. Hein. Quand même, hein. Mais c'est puissant. Mais Quand c'est tu le hyper fais, puissant. quand tu passes à l'action, c'est puissant. Si tu dis Mais oui. ça à quelqu'un qui le comprend et qui fait, c'est hyper puissant. Ben oui. Mais c'est pas facile non plus. Parce Non. que t'as quand même toujours des freins. On a envie de faire plein de trucs. On a tous envie de faire des trucs. Ouais. Mais combien passent à l'action? Et puis quelle proportion des gens passent à l'action? C'est pas facile. Non. Et puis avec quelle intensité? Parce qu'il y a action et puis... Ouais. Action, hein. Si je fais ce podcast en disant, ouais, bon allez, je le fais parce que j'ai dit oui, bon, voilà, ça va lui faire plaisir. Tu vois, c'est pas du tout la même énergie que si j'ai vraiment envie d'y aller, quoi. Je suis d'accord avec toi. Faut avoir l'envie aussi d'eux. C'est que tu fais quelque chose avec intensité, tu le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un ou quoi, c'est parce que t'as envie de le faire en fait. Mais c'est oui. ce côté-là aussi, ouais. Mais carrément. Ouais, je pense que il y a une grosse différence aussi où pour en revenir à mon sujet principal, c'est quand même l'épanouissement de quoi que tu fasses dans ta vie. T'as décidé quand même de faire le pourquoi du comment. Personne n'est forcé à faire un travail plus qu'un autre. Il y a un moment donné où tu fais des choix. Et dans les choix que tu fais, il y a des fois où tu te dis, bon, ça va être bien pour moi, je vais pouvoir m'épanouir. Mais il y a quand même un truc plus compliqué, mais ça demande beaucoup plus d'investissement, ça demande beaucoup plus de risques. Ça fait peur, c'est compliqué, etc. Les gens vont me juger. Et c'est là qu'il faut aller. Mais la plupart se disent non, je vais quand même prendre la deuxième voie parce que c'est plus simple, ou c'est plus sécure, c'est plus safe, c'est plus sûr. Et ça me demande peut-être aussi moins d'efforts. Et moi, ma question fondamentale, c'est comment prendre la bonne direction de se dire j'ai de la peur, mais c'est là qu'il faut que j'aille. Tu vois? C'est ici qu'il faut que j'aille parce que à la clé, il y a plus de joie, il y a plus d'épanouissement, ne serait-ce qu'au quotidien. De faire des choses où tu te sens vivre, quoi. Plutôt que d'être là dans un travail où, bon, à la fin du mois, ça paye, t'as un statut social, t'as de l'argent, t'as ceci, t'as cela, mais, putain, sur ton lit de mort, tu pourras pas te dire, je regrette rien, j'ai fait les choses que je voulais sur plusieurs années, sur le temps long. Pas simplement, j'ai fait un voyage, je suis parti en vacances, c'était formidable. Mais, j'ai fait des projets où j'ai accompli des choses qui me tenaient à cœur, quoi. Tu vois? Et ben ça, typiquement, moi je suis un détecteur à réponse à la con. Ok. Parce que je sens très bien tout de suite quand mes clients me donnent des réponses toutes faites. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi je suis vraiment content de mon job, etc. Je lui dis, je te crois pas. Il y en a beaucoup qui sont dans le déni de dire ça, que t'as accompagné? Plein. Ou alors quand ils me disent, ouais, j'ai compris, je vais le faire. Je lui dis, ouais. Tu me racontes de la merde, je sais que tu le feras pas. C'est ouf. Et comment tu le sens? Parce que t'as l'air d'être quelqu'un de très empathique, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, quand t'accompagnes les gens, faut ressentir l'énergie de la personne et sûr. son émotion et être patient. Comment Très tu patient. vois à travers les lignes? Je sais pas, je pense que c'est vraiment quelque chose que l'expérience de la vie m'a appris. Et puis j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir croisé énormément de personnes dans beaucoup de milieux différents, et puis j'ai aussi la chance d'avoir croisé la route de gens qui ont la même pathologie que moi, et il y en a plein qui sont décédés, il y en a plein. J'en connais une vingtaine. Ah oui. Ouais. Ça me fait encore des frissons ce que tu dis. Ouais, c'est pas juste, oui, j'ai été au contact une fois, mon meilleur ami, etc., ça m'a traumatisé. Ça fait partie des choses que j'ai l'habitude de vivre, aussi bizarre que ça puisse paraître de le dire comme ça. Ouais. Et donc ça me donne vraiment, je pense que ça m'a appris
à mon insu, quoi. J'ai pas voulu l'apprendre, mais ça m'a appris à être hyper attentif à la vérité de qui sont les gens et de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils sont prêts à faire pour vraiment vivre. Puis ça peut être des sacrifices aussi parfois. Bien sûr, mais je le sens lorsqu'ils se racontent des merdiers, lorsque c'est évident quoi. Enfin, moi c'est écrit en gros sur le... Je vois le signal, il y a des énormes sous-titres, il faut cling, 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 et raconte de la merde, raconte de la merde, raconte de la merde. Ben, j'essaie de faire de mon mieux pour être un petit peu englobant, rebond, etc., gentil, mais à un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat. Ouais. Et comment tu fais mettre les pieds dans le plat à quelqu'un qui dit non, mais moi ça va, tu sais, c'est pas si mal. Ça dépend des profils en fait. Ouais. Ça dépend des profils. T'as des personnes qui ont besoin qu'on leur rentre dedans, sinon ils ne comprennent pas et il n'y a pas de respect mutuel. Ils ne te respectent pas. T'en as d'autres qui ont besoin que tu sois vraiment très très maternel avec eux, que tu sois gentil, d'avoir un peu tout ça. Si tu t'inquiète pas, tu vas y arriver, fais-moi confiance, etc., etc. Ils ont vraiment besoin d'être pris par la main, d'être accompagnés tranquillement. Donc il y a plein de panels après de typologie de personnes en fonction de qui ils sont et pour du coup les amener à ce qu'ils se bougent le cul. Ouais. Parce qu'en gros c'est ça. Mais à un moment donné, moi je crois beaucoup en... on appelle ça en psychologie, c'est la saine violence, la saine agressivité. Je connaissais pas ça. Ouais. Intéressant. Oui. Ils se sont rendus compte que pour le cancer, typiquement, il y avait une corrélation directe entre l'arrivée des pathologies cancéreuses et le fait que une grande majorité de ces personnes ont des violences ou de l'agressivité qui n'ont pas été capables de sortir. Qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas été extériorisées. Ouais. D'accord. Il y a une corrélation directe. Donc c'est là ce que tu appelles la violence saine. Enfin, c'est ce qui est appelé en psychologie la violence saine. Je me rappelle quelque chose du genre. Ouais. C'est soit la saine agressivité ou la saine violence. Mais encore une fois, c'est comme ce que disait Ulysse, ça fait partie des émotions humaines. Donc, le but du jeu, c'est de vivre au mieux, c'est de vivre toutes ces émotions. Pour pas juste être un demi-humain qui vit que positif, il faut être un humain plein, quoi. Ouais. Full, quoi. Full potentiel, c'est pas juste l'enthousiasme, la bienveillance. Non, mais je suis d'accord avec toi. L'amour. On a tous un dark side de toute manière. Au-delà de simplement les illusions, le masque social, etc., etc. Ouais, oui. Et puis moi aussi, quoi. Et ça, c'est Jung qui l'a très très bien démontré. Plus il y a une part de lumière, plus il y a une part d'ombre. Plus il y a une part d'ombre. Et moi, j'ai une grosse part d'ombre aussi. Tu vois j'imagine. C'est sûr, ne vous méprenez pas. Tu veux qu'on en parle? On va en parler si tu veux. C'est intéressant, ouais. Mais je suis pas un mec bien, quoi. Ouais, t'es un homme comme un autre. Je suis un être humain, parfois je suis un connard, parfois je suis un Jésus. Ouais. Ça dépend des moments, ça dépend des personnes, ça dépend de plein de trucs. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pareil. Mais je pense que ce qui est dur, c'est de voir sa part d'ombre en face. C'est-à-dire, là, c'est pas bien ce que je fais. Ou là, j'ai des mauvaises habitudes. Ou là, c'est pas bien tout court pour moi-même. Et de se dire, est-ce que je le prends, je l'accepte? Ou est-ce que j'essaie de changer? Est-ce que je transmute la noirceur en quelque chose d'autre? Ou est-ce que je me dis, en fait, c'est comme ça, quoi. Tu vois? Et c'est super intéressant ce que tu dis sur Jung, parce que mon premier invité, qui s'appelle Marius, est beaucoup intéressé par les travaux de Jung, etc. Et il m'en parlait aussi, du côté ombre, en fait. Et je crois qu'il a fait un gros travail là-dessus, Jung, de décrire, en fait, ce que tout le monde a en lui, et que c'est une réalité, même si on le voit pas, parce que personne parle de ça, en vérité. Non. C'est trop personnel, c'est trop... Tu vois? Mais moi, j'en parlerai pas là. Ouais. On peut en parler en aparté après. Bien sûr, non mais c'était une blague, hein. Non, mais bien sûr. Mais c'est important de le dire, quoi, parce que c'est... Ça fait partie de la vie, faut pas le cacher. Ouais, quoi. C'est là, quoi. T'es un connard, quoi, en fait. Tu vois? Et puis, on est tous le connard de quelqu'un, en fait, aussi. Tu vois, dans nos actions quotidiennes, des fois, c'est la vie, quoi. Je veux dire, tu peux pas... Comme tu dis, personne n'est parfait. Ça c'est sûr. Et il faut arrêter de vouloir être bien, de vouloir être parfait, etc., etc. Ouais. Il faut commencer vraiment à jouer, quoi.
à jouer avec les cartes qu'on a en main. Et puis les cartes qu'on a en main, c'est qu'on a des émotions, on a des rêves, on a des trucs on a tous des blessures, on a tous des trucs qu'on a envie de prouver au monde. Et ben vas-y, va prouver, vas-y. Mais oui, bien sûr, allez-y quoi. Arrêtez de vous dire, ouais, mais ça suffit pas quand même d'envoyer chier, de parler comme ça, de machin et tout. Ouais. Et pourquoi pas? Ouais, il y a ce côté fuck it de toute façon. Oui, c'est pas une incitation à la violence, évidemment, gratuite, etc., etc. C'est une incitation à vivre pleinement et à être juste un humain. Point. Et à vous amuser à être un humain. Je te comprends à fond. Moi, des fois, je me dis, faudrait que je me taise sur ce sujet-là, mais j'ai trop envie d'en parler. Donc, je le fais, quoi. Même si je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils sont pas d'accord, etc., etc. Et c'est le côté un peu accepter que être clivant, c'est bien dans le sens où faut accepter que tout le monde n'est pas d'accord avec ta vision du monde, mais c'est toi et c'est ton expression de toi-même aussi. Et c'est ok. Et c'est génial. Au contraire, même. Je trouve que plus il y a des potentialités différentes, plus on est dans le débat, plus on est dans la contradiction, et plus on voit à quel point c'est beau parce qu'on est en collectif, mais on n'est pas tous pareils. Ouais. Moi, je suis toujours impressionné de voir il y a des personnes qui jugent les autres et qui disent ah mais lui il est pas dans le vrai. En fait, sa vision de la vie, pour lui c'est comme ça que ça se passe en fait. Ouais. Et t'as rien à dire avec ça en fait. Non, c'est que il vit sa vie, c'est formidable. S'il a décidé de faire ce qu'il fait, c'est que pour lui c'est bien. Mais on est encore un peu, je trouve, dans cette doxa dominante de il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien. Il y a des métiers qui sont acceptables, d'autres moins. C'est jamais facile de se dire que chaque être humain sur Terre fait ce qu'il a à faire. Et puis, de toute manière, sa vie, c'est cool. Puis, à un moment donné, tu pars, quoi. Quand tu prends du recul, tu te dis, mais, de toute manière, pourquoi on se prend la tête, en fait? Et ça m'amène d'ailleurs à une autre question encore plus profonde que je pose à peu de gens. Mais j'aimerais bien te la poser à toi. Est-ce que t'as une croyance de la vie après la mort? Qu'est-ce que pour toi, la spiritualité? Et est-ce que tu penses qu'il y a un après? Où toi tu vis juste l'instant de cette vie-là sans trop extrapoler sur le après ton décès. Alors d'abord, la mort en tant que telle, c'est pas que je me pose pas la question, mais moi je serai plus là, donc en fait j'ai pas besoin de m'en occuper. Ouais, c'est inéluctable. Voilà, donc en gros ça sert à rien de se prendre le chaud avec ça. On peut l'utiliser pour se mettre un peu de la pression positive, c'est ce qu'on appelle de la pression positive, mais à part ça, moi j'en fais pas grand cas plus que ça, quoi. Ok. Ensuite, je vois bien que de mon expérience, des personnes qui sont parties continuent d'avoir un impact sur moi. Il y a des gens, je pense à une ou deux personnes, il y en a une qui s'appelle Amy par exemple, Amy Frauenmayer. Je la cite parce qu'elle a tellement marqué, enfin bref, tout un tas de raisons. Elle me manipule encore aujourd'hui, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Elle a encore un effet sur moi. Il y a des jours, je pense à elle et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me donnerait comme conseil? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est même pas que je fais cet effort, c'est que ça me vient naturellement, quoi. Tu la sens, ouais. Elle est là. C'est fou ce que tu dis. Et je trouve ça beau de se dire que moi je le vois avec mon grand-père, ça me le fait souvent, qui est décédé il y a pas si longtemps que ça, en 2021. Je me dis pareil que toi, je me dis, et qu'est-ce qu'il en aurait pensé, ou est-ce qu'il serait fier de moi, ou des choses comme ça. Ouais. Et d'une certaine manière, tu peux te dire, ils sont quelque part. Après ça, c'est des croyances des gens. Mais son esprit a pas disparu totalement, même si son corps est plus là et qu'il est décédé. En tout cas, c'est dur de te dire qu'il se passe vraiment rien du tout. Enfin, on voit bien que d'une manière ou d'une autre, il se passe encore des choses, et il y a encore des effets secondaires, quoi, tu vois, de la présence de ces personnes dans le monde. Ouais. Donc ça, c'est une première réponse. Et puis la deuxième chose, c'est que le spirituel en tant que tel, moi je considère que le banal est spirituel. Le quotidien est le truc le plus spirituel qui soit. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller chercher des croyants, des machins, des rites, des trucs, etc. Le fait de simplement pouvoir prendre un verre d'eau, pouvoir boire de l'eau, si on y met suffisamment d'attention, ça peut devenir un acte en tant que tel, symbolique, rituel, absolument, hyper profond, quoi. C'est un peu la pleine conscience que tu décris. Dans n'importe quelle action, en fait.
C'est un peu ça, ouais. Alors moi, j'aime pas à chaque fois qu'il y a des, Ouais, des mettre dans cases. une case, ouais. Ouais, bon, c'est comme ça, quoi. Mais Ouais, faut bien décrire les choses après. il faut bien écrire les choses. Mais oui, c'est vraiment cette idée d'habiter le présent, d'être là et de faire ce que tu as à faire, quoi. Quand tu manges, tu manges. Quand tu bois, tu bois. Quand tu pars avec Cyril, tu pars avec Cyril, quoi. Ouais. Ou alors quand tu regardes son frigidaire, Cyril n'existe plus. C'est fou ce que tu dis, mais je suis d'accord avec toi à fond. Oui. Vive l'instant, quoi. Être dans ce que tu fais, là, présentement, tout de suite, quoi. Oui. Et pas donner ton énergie à autre chose, pas donner ton attention, ton focus à autre chose. Ben oui, et puis c'est pareil pour les projets d'ailleurs. Lorsque tu réfléchis à ce que tu penses à tes projets, lorsque tu les planifies, il faut faire de son mieux pour les vivre là maintenant. Là, je suis en train de réaliser mes rêves. Ouais. Ah, c'est génial ce que tu dis. Et je comprends. Tu vois, t'as ce côté, tu le vis et tu penses pas à autre chose en le vivant, quoi. Exactement. Et je fais vraiment comme si tout était au présent, quoi. Je suis pas juste en train de noter des trucs qui me feraient plaisir. C'est pas dissocié de moi. C'est en fait, là, je suis déjà en train de réaliser des trucs que je suis en train d'écrire. C'est trop bien, quoi. Ouais. Je vis. Souvent, ça reste dans la tête. Faut le matérialiser, quoi. Il faut le vivre. Il faut le ressentir dans les tripes, dans les couilles, partout, quoi. Ouais, c'est génial. Il faut le ressentir. Moi, je le ressens beaucoup pour les voyages. Tu sais, je sais pas si ça te le fait. Ouais. Moi, je me dis, puis tu vois, ma carte du monde, elle me le rappelle tous les jours. Là, on est quand même dans mon salon, donc c'est là où je vis. Ouais. C'est ce côté, moi, j'ai envie d'un jour d'aller là, quoi. Tu vois, là, il y a un mois, j'étais en Inde. Je m'étais toujours dit que j'irais depuis des années. Et puis, j'y suis allé, quoi. J'ai passé 2 semaines là-bas, c'était incroyable. Ça m'a appris énormément de choses. Et je suis content de l'avoir fait. Et puis maintenant, je regarde la carte du monde en mode, où est-ce que j'aimerais aller découvrir une culture, voir comment les humains ils vivent là-bas, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font, en quoi ils croient. Et ça me donne énormément d'excitation de me dire, c'est matérialisé sous forme de la carte, mais il y a vraiment des endroits dans le monde en fait. Faut prendre l'avion, faut aller faire son voyage, faire son road trip, faire son truc, et après ça devient réalité quoi. C'est ce côté, au début tu l'as dans tes pensées, tu le vois, tu le visualises, et après tu passes à l'action. Et c'est là où tu fais naître le rêve quoi en fait. Ouais. Et tout le travail il est au tout début en fait, de s'accorder le fait de se dire ok je vais le faire, et après de le faire. Et à quel moment en fait tu te dis demain je vais aller en Australie quoi. N'importe qui sait que l'Australie elle est là, mais c'est pas facile de dire ah bah ok je prends une date, je prends les billets, de telle date à telle date je vais en Australie. Ouais. Toi ça te le fait par exemple pour les voyages? Je sais pas si t'es quelqu'un qui voyage beaucoup. J'ai eu la chance de voyager, enfin d'avoir déjà beaucoup voyagé. J'ai habité en Asie, je suis dans le Norvège. D'accord. Ouais, j'ai énormément voyagé. Ah génial. Maintenant, j'ai envie de voyager plus simplement, mais parce que j'ai eu la chance de voyager beaucoup déjà. De vraiment avoir fait un paquet d'endroits dans le monde. Donc je peux le dire parce que j'ai eu cette chance-là avant, tu vois, encore une fois. Donc oui, ça me le fait, mais le voyage, il est... Intérieur. Oui, quoi, quand je croise quelqu'un, quand je passe du temps avec ma fille, mais c'est une aventure, quoi. Moi, je considère vraiment la vie comme une aventure. Puis d'ailleurs, petite astuce, lorsque tu visualises un projet, un rêve que tu es en train de mettre 2-3 trucs en place, etc., et puis l'action, je te donne une image. Lorsque tu grimpes, souvent, quand tu regardes ta paroi, juste avant de grimper, tu as mis ton matos, etc., tu es prêt, tu regardes un peu toute la paroi, les prises, tu fais des projections, là ça va être dur, là il va falloir j'accélère un petit peu, là ok je vais pouvoir récupérer un peu, d'accord, là c'est le croc, ça va être hyper hardcore, etc. Bon, tu vois, tu te fais tout ton film, et à un moment donné, il faut faire un blanc, il faut faire une rupture très forte, entre le moment où tu imagines, tu ramènes le futur dans le présent évidemment, parce que tu le ressens, etc., tu peux faire la visualisation, etc., machin, et le moment où tu fais vraiment. Et là, il faut qu'il y ait une rupture claire, nette, franche, hyper précise. Et pour ça, il faut faire des mouvements avec le corps pour que tu reviennes dans le corps. Donc moi, j'ai toujours dit à tous mes athlètes, ils le font, certains le font, il y en a plein qui ne le font pas, tant pis pour eux. Et tu visualises ton machin, et à un moment donné, tu fais une coupure, quoi. Et là, tu fais... Ah!
Et là, tu grimpes. Mais t'es plus dans la visualisation. T'arrêtes de penser au projet, t'arrêtes de penser à la prise qui est 10 mètres plus haut. T'es sur la première prise là, c'est celle-là la plus importante. Et puis après, ce sera celle-là. Ensuite, c'est le pied. Tu vois. Et il faut créer des coupures comme ça, sinon il y a tout qui se mélange aussi. Et là, t'y vas, quoi. Ouais. Et c'est très important encore une fois, d'être dans ce que tu fais pleinement. Et de pas être à 36 000 endroits en même temps. Ouais, puis de toute façon, le mental, à un moment donné, si tu l'arrêtes jamais, il tourne, quoi. Il tourne, mais c'est le corps qu'il faut qu'il prenne le relais. C'est le corps parce que c'est le corps qui agit. Ouais. Tu peux te faire tous les films que tu veux dans ta tête, te dire que tu vas monter toutes les parois du monde. Si à un moment donné, tu mets pas le premier pied et que t'agrippes pas la première prise, bah, il se passe rien, quoi. Mais oui. C'est hyper parlant ce que tu dis. Moi, je me rappelle avoir fait, comme je te disais en off juste avant, de l'escalade dans les gorges du Verdon et me retrouver dans une voie, c'est dans le sud de la France pour ceux qui savent pas, il y a des falaises de plus de 200 mètres de haut, des canyons magnifiques. Et tu regardes la falaise de 200 mètres, t'es au pied du truc, tu te dis mais t'as une corde de 50 mètres, tu te dis mais comment je vais arriver en haut, quoi. Il y a des moments où c'est lisse, tu te dis mais c'est impossible. Et après tu te retrouves sur la voie, tu commences et tu dis waouh, ok, ça le fait. Puis à un moment donné tu chutes de 2, 3, 4 mètres et à chaque fois tu te dis mais c'est possible en fait, c'est possible de réaliser. Dans ma tête je sais que c'est possible, maintenant faut que je le fasse avec mes mains, quoi. Ouais. Et c'est super dur, je trouve, encore moi maintenant, et bon, je grimpe un peu moins, mais ça m'arrive quand même de continuer, de te dire, en fait, si quelqu'un l'a fait, ou même juste c'est possible, quoi. Parce que des fois, moi, t'as dû voir les films des grands grimpeurs, Alex Honnold, etc. C'est des Américains, qui font des voies vraiment super dures. Je me demande toujours, ce gars-là, comment il se dit, je visualise que je vais arriver en haut, que c'est possible, alors que c'est le premier homme qui va le réaliser. Ça a jamais été fait encore. Tu sais pas si c'est possible. S'il faut, il y a un endroit où ton doigt, il peut pas accrocher à la prise physiquement, c'est impossible. Et pourtant, t'y crois, en fait. Tu te dis, non, je vais le faire. Et tu transformes ça en réalité après, quoi. Ouais. Ça, c'est fou. Mais je vais même aller encore un petit peu plus loin. Je te donne un exemple. Ça m'est arrivé à Bioux. Tu connais cette falaise ou pas? Je connais pas, non. Bioux, c'est dans le Luberon, dans le sud de la France. Et il y a une voie là-bas qui s'appelle la Chiquette du Graal. C'est dans un dévers, c'est un truc autour de 8B+, 8C. Okay. Et je me souviens, je suis allée dedans, donc dans cette voie plusieurs fois, il y a des mouvements, il y a des passages que je ne pouvais pas faire. Mais non seulement je ne pouvais pas les faire, mais j'arrivais même pas à m'imaginer que je pouvais les faire. C'est-à-dire que j'arrivais même pas à me dire que c'est possible. Parce que je voyais pas, parce qu'il n'y avait pas de prise pour moi, parce que c'était trop loin, parce que j'avais pas les pieds c'était lisse, et dans l'univers comme ça, je pouvais même pas me dire que c'était possible. Et ce qui peut fonctionner parfois aussi, c'est de faire confiance à la répétition. D'y aller quand même. Je me suis dit typiquement, dans cette voie, mais ça m'est arrivé sur plein d'autres voies aussi, c'est pas grave, j'ai l'impression que c'est impossible, mais je sais que avec la répétition, peut-être que mon corps lui-même va trouver des placements, va trouver une astuce et qu'il va y avoir la révélation. Ah, c'est la confiance, comme tu dis. Et c'est juste une espèce de confiance qui est accrochée au corps et qui est aussi liée au plaisir de faire ce que je fais. C'est-à-dire que même s'il y avait un passage qui me semblait être complètement impossible, ça me faisait plaisir de refaire tous les mouvements, de les travailler, et puis de travailler la fin aussi, etc. Enfin, j'ai vraiment découpé cette voie, même s'il y avait un passage qui me semblait... Même si potentiellement, à un moment donné, tu chutes, quoi. Oui. Même si dans ta tête, tu vois pas la solution, tu te dis, j'y vais. Ouais. C'est une belle métaphore pour la vie, ça, je trouve aussi. Des fois, tu commences un projet, ouais. Tu te dis, je sais pas si ça va aboutir, mais je vais mettre toute mon énergie dedans, et puis si à un moment donné, ça cafouille, et que ça arrive pas au bout, bah c'est pas grave, au moins j'aurais tenté. Oui, et il faut continuer de tenter. Il faut jamais s'arrêter. Il faut jamais s'arrêter parce que c'est ça peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais c'est pas ça le plus important. Le seul truc qui est important, c'est d'être capable d'avoir la sagesse de dire en fait, je me suis bien amusé et j'ai vraiment fait ce que je pouvais faire. Ouais, je l'ai fait. Et je l'ai fait. Après, qu'il ait réussi ou pas, c'est plus cool avec la réussite. Et évidemment. Mais dans le fond, on s'en tamponne. Ce qui compte, c'est les histoires qu'on va raconter à ses potes, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, bah, putain, j'ai essayé cette voie pendant 10 fois, 20 fois,
putain, mais j'ai jamais trouvé, c'est ma bête noire, etc. Et puis tu sais pas pourquoi, il y a un jour, Pouf, ça s'est débloqué. ça passe. Et tu sais pas pourquoi. C'est la magie de la vie aussi, à un moment donné. C'est la magie de la vie, c'est la chance, c'est le destin, c'est tout ce que tu veux, c'est la grâce. Les gens mettent plein de mots là-dessus, mais à un moment donné, tu sais pas pourquoi ça fonctionne. Il n'y a rien qui devrait fonctionner, mais simplement, pour je sais pas quelle raison, ça marche. Ça le fait. Mais pour que cette possibilité, éventuellement, peut-être un jour, se développe, il faut quand même y aller. Faut prendre le risque. Il faut prendre le risque. Prenez le risque. On va prendre des risques. Bah écoute, ça fait déjà 1h05 qu'on parle. J'ai même pas vu le temps passer tellement notre conversation était intéressante. J'ai envie de te laisser la parole pour clôturer cet échange sur une ouverture, sur ce que tu veux. Et voilà. Ok. Qu'est-ce que t'aimerais dire, ou je sais pas moi, sur tout ton parcours, qu'est-ce que tu juges important de rappeler, ou une astuce, n'importe, une ouverture, une bouteille à la mer, que sais-je. Tout d'abord, toujours pareil, le plus important, c'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous faites avec. C'est ce que tu fais avec ce qui va t'arriver. Ensuite, accroche-toi à ce qui est vraiment important. Les personnes que tu kiffes, les projets, les environnements, les pensées, les histoires. Putain, les histoires qu'on se raconte. Accrochez-vous à des histoires qui vous font vous sentir mieux. Voilà. Et tout le reste, mais laissez tomber, quoi. Vous prenez pas le chou. On se prend le chou, surtout en France, on se prend le chou, quoi. On se prend vraiment le chou. La vie est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Et c'est un super conseil, ça. Voilà. Écoute, en tout cas, vraiment, je te remercie d'être venu ici, partager tes histoires de vie et ton optimisme et ton énergie et ton envie. C'était vraiment un réel kiff d'avoir partagé ce moment avec toi. Avec grand plaisir. Pleine conscience et j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à suivre Christophe, il est très présent sur LinkedIn, je crois que tu es peut-être présent sur d'autres réseaux aussi. Surtout LinkedIn et un peu Facebook, mais c'est du copier-coller, donc... D'accord. Et si certains veulent travailler avec lui, je pense que c'est réellement une pépite, donc n'hésitez pas. Voilà, je clôture, c'était cool, et à la prochaine. Bye bye.